Il est de notoriété publique que Dragon Quest XI, en tant qu'épisode anniversaire des 30 ans de la franchise, s'est beaucoup inspiré de ses prédécesseurs, notamment de Dragon Quest III. Mais aujourd'hui, c'est les parallèles avec un autre jeu qui m'intéresse, Dragon Quest VIII. Dragon Quest VIII est le premier jeu de la saga ayant reçu une sortie mondiale, et à ce titre le préféré de la plupart des fans européens. Pas moi. Déjà parce que j'ai connu la saga avec DQ9. J'avais 5 ans en 2006 quand DQ8 est sorti, j'aurais pas pu le découvrir à ce moment-là. Ensuite parce qu'il m'a personnellement pas beaucoup marqué. Il est tout en bas de ma liste de préférés, ex-aequo avec DQ5 que j'évite parce que les points forts affichés du jeu sont des trucs qui me parlent absolument pas. En jouant à DQ8 la première fois, j'ai trouvé un peu bateau, un peu vanilla. Certes, ça en fait du coup un excellent point de départ pour entrer dans la saga, mais au-delà de ça, ce n'est pas une de mes recommandations personnelles. Entendons-nous bien, c'est un super jeu. Mais je trouve qu'il y a quelques petits défauts qui l'empêchent d'être meilleur. Défauts que Dragon Quest XI semble avoir remarqués et corrigés. Bon, avant que je commence à taper sur votre jeu préféré, petit rappel que, même si on se base sur des éléments concrets, l'analyse filmique comme artistique ou littéraire a une part de subjectif. Je ne prétends pas que mon opinion fait foi. Bon, ceci étant entendu, je pars du principe que vous avez joué aux deux jeux, donc full spoiler pour ce qui va suivre. Je vais parler des améliorations de qualité de vie et de gameplay, mais vite fait. Déjà parce que ce serait pas juste de blâmer DQ8 pour les contraintes techniques de l'époque, ensuite parce que évidemment que les innovations viennent graduellement dans la saga et qu'on peut pas s'attendre à ce qu'un opus plus vieux fasse mieux qu'un plus récent, qui a eu le bénéfice de la réflexion. Mais il y a quand même des choix de game design critiquables dans 8. La carte. Putain, cette maudite minimap. Alors oui, c'est bien décoré, joli et tout, mais c'est aussi bordel d'illisible, et ça rend la navigation du monde bien plus embêtante qu'elle ne devrait. D'ailleurs, la map est aussi pleine de vide et trop longue à naviguer. Alors, je comprends qu'ils n'avaient pas la puissance technique de trop ajouter d'éléments. Dans ce cas-là, réduisez un peu les distances. Je comprends bien que c'est le premier opus 3D qui vous laisse la péter niveau taille pour donner une impression d'exploration et d'aventure, mais voilà, cette map est trop souvent ennuyeuse et pénible à traverser. En reprenant le concept d'objets alchimiques au sol apparu avec DQ9, 11 a rendu l'exploration plus intéressante et la carte est dessinée de manière à être claire ce coup-ci. Le doublage anglais. J'aime beaucoup la VA de 11. Elle est pleine de personnalité, avec ses accents, ses choix de casting à contre-courant, et des performances magnifiques comme celles de Shai Mattison, Sacha Dhawan, Jessica Clarke, Matthew Gravel, Timothy Watson ou encore John Ashley, le directeur du doublage par ailleurs. La VA de DQ8 est pas mal, mais moins inspirée. Et surtout, j'ai l'impression que les personnages parlent trop lentement. C'est bizarre comme critique, mais ça m'a pas aidé à suivre les cutscenes avec plaisir. Et c'est tout pour ce que DQ11 a fait mieux niveau gameplay. Non, le gros de mon analyse va plus porter sur les aspects scénaristiques, notamment les personnages. Avant toute chose, il va falloir que je définisse les termes que je vais utiliser pour mon analyse. Globalement, pour Dragon Quest, je distingue deux grosses catégories de personnages. Premièrement, les personnages dits cartoon. Ceux-ci sont définis principalement par un ou plusieurs traits de personnalité. Ils sont pas faits pour être réalistes ou pour qu'on s'y identifie totalement, mais ils restent attachants et divertissants. Dans cette catégorie, par exemple, on peut passer le cas de DQ4. Deuxièmement, il y a ce que j'appelle les personnages dits développés. Plus de soin a été accordé à leur motivation et leur psyché, qui se rapprochent plus de personnes normales et il est plus facile de s'y identifier. La plupart de l'équipe de DQ11 entre dans cette catégorie-là. Il n'y a pas de meilleur choix entre les deux produisent des effets différents. Certains personnages sont passés de l'un à l'autre, comme Malroth, et mes deux personnages préférés, Alina et Eric, sont des extrémités opposées du spectre. Car oui, c'est un spectre, pas de catégorie hermétique. Il y a tout un entre-deux qui est possible de réussir, en donnant à des personnages développés des traits de cartoon divertissants sans nuire à leur caractère complexe, comme pour Sylvando, ou qu'il est possible de foirer, comme le cas de DQ8. Ces personnages ont un peu le problème d'avoir le cul entre deux chaises. Ils sont majoritairement définis par des traits simples comme les personnages cartoon. Yangus est bête mais dévoué, Jessica est une femme forte et une paire de seins, Angelo est un don Juan, Mori est un italien extravagant, Ruby est une voleuse vénale, Trod est un aristocrate hautain. Mais ces traits ne sont pas assez bien exploités et les blagues les concernant deviennent vite répétitives, si tant est qu'elles aient été intéressantes à un moment. Je me suis demandé si c'était pas une question de format, si c'était plus facile d'avoir des personnages cartoon sur un jeu en sprite où tout passe par des boîtes de texte, et des persos développés quand on a accès à des cutscenes et du doublage. Mais non, les persos cartoon passent tout aussi bien en 3D, suffit de jouer aux Heroes pour s'en rendre compte, et la 2D n'a jamais empêché Kylian d'être intéressant. Parallèlement, pour DQ8, le fait d'avoir insisté à mort sur ces traits donne moins d'occasion d'approfondir les conflits internes pour en faire des personnages réellement développés. Et le manque de soin apporté à leur réaction à divers événements est criant. Les diverses sous-intrigues de chaque ville, qui sont, je le reconnais, un des points forts du jeu, ne sont pas utilisées autant qu'elles le pourraient pour aider à ce développement, voire le sabotent activement.
L'histoire du roi Pavan aurait dû avoir plus de lien avec la quête de vengeance de Jessica, mais c'est mentionné au détour d'une phrase et vite oublié. La backstory d'Angelo fait certes une cutscene très touchante, mais n'a pas d'impact sur ses réactions au-delà des moments où Marcello est explicitement présent. Et j'en passe. J'ai vraiment l'impression d'insister à donf sur les défauts des persos de 8 là. Que ce soit clair, en jeu, ça va. Même si les personnages sont la raison principale pour laquelle ce jeu est mon moins préféré de la saga, par rapport au paysage du jeu vidéo en général, ça reste très honorable. Le fait est que Dragon Quest XI a repris pas mal des concepts des personnages de DQ8 et les a améliorés. Yangus a été plus ou moins coupé en deux pour donner Eric et Derek. Eric a gardé l'aspect partenaire à la vie et à la mort, et a récupéré le fanservice discret de Ruby, en innovant pour être un personnage badass même si gentil. On peut aussi le voir comme un Tommy à qui on n'a pas envie de donner des baffes. Derek a gardé le côté psychic Betio et la carrure, il est aussi un petit peu pris de Torneco. Les deux ont gardé le sens de la loyauté. Jade a pris le rôle de Jessica, évidemment. Mais au-delà de la mise en avant de leur sein, elles sont toutes deux nobles, leur backstory est en lien avec l'histoire de manière assez similaire, un membre de leur famille blessé ou tué par le méchant, et elles ont toutes les deux un passage où elles sont possédées. Est-ce qu'on peut parler d'évolution ou de régression entre Jessica et Jade? C'est très les goûts et les couleurs, mais je dis quand même évolution. L'aspect mage casse-couille a été quant à lui transféré à Veronica, et chez une enfant, ça passe un peu mieux, je dois dire. Angelo a disparu. Enfin, pas vraiment. L'aspect le plus intéressant de son personnage, son conflit avec Marcello, a été transféré à Hendrik et Jasper, et traité de manière plus réaliste, avec une étude plus poussée et sous l'angle du tragique des phénomènes de manipulation, de ressentiment et de non-dit qui peuvent empoisonner une relation. Tandis que Marcello est en colère contre Angelo pour un seul truc qui n'est même pas de sa faute, un peu comme des ennemis jurés de sitcom. Du reste, si Jasper fait très Marcello, Hendrik est un personnage plutôt original. Le truc paradoxal, c'est qu'il arrive à faire marcher les blagues sur la perversité qui devenait lassante avec Angelo. Déjà parce qu'elles sont rares, ensuite parce qu'on ne s'y attend pas, troisièmement parce qu'on rit du contraste avec sa personnalité habituelle, pas « Ah, c'est marrant parce qu'il est pervers ». En parlant de ça, Théo a lui aussi récupéré ce genre de blague, et même si c'est moins drôle que pour Hendrik, là aussi ça passe parce que ce n'est pas accompagné des autres caractéristiques d'un personnage dit du tombeur. La drague lourde, la manipulation. Théo est vu sous un jour beaucoup plus positif et moins ambigu, c'est plutôt rafraîchissant. Non, l'aimant à fille de ce jeu c'est clairement Eric, pour son plus grand malheur. C'est aussi lui le gaucher de l'équipe d'ailleurs, et de seul de la saga. Mais pour revenir à Théo, il a un rôle un peu similaire à celui du roi Trod, mais une personnalité à l'opposé en plus d'être complexifiée. On perd quelques gags, mais ça le rend plus facile à vivre et à supporter dans l'équipe. Sylvando est ce qui se passe quand on décide de prendre un personnage cartoon comme Mori et qu'on en fait un personnage développé. Comme j'ai dit en préambule, Sylvando garde les meilleurs aspects des deux types de personnages, ça fait clairement de lui une évolution du concept. En étant toujours présenté comme un personnage positif, il permet de rendre le stéréotype de base lui aussi positif. Et j'avoue que personnellement, le voir en jeu m'a donné le goût d'agir un peu plus camp, chose qu'un personnage comme Mori n'a et n'aurait probablement jamais faite. Pour Medea, j'aurai l'occasion de la comparer à un autre personnage de 11 bientôt, mais le personnage duquel je peux plus la rapprocher c'est Serena. Sauf que Serena, ils ont pris l'aspect fille douce et gentille et en ont fait quelque chose. Ils ont insisté à fond sur son innocence et son anxiété sociale. Ce qui, paradoxalement, en fait un personnage non seulement plus original, mais aussi plus développé. C'est un peu le même cas de figure que Sylvando. Des traits de caractère très cartoon mis au service d'une personnalité complexe. Grâce à ses manies, Serena fait partie des personnages souvent perçus comme neurodivergents, ce qui aide certaines personnes à s'identifier à elle et à la rendre plus réaliste. Au-delà des personnages principaux, j'ai moins noté de ressemblances. On peut quand même en relever quelques-unes. Faris, qui reprend l'archétype du prince square introduit dans 5 et 6, est traité de manière très différente de Charnu. Les deux chapitres ont des objectifs différents pour sûr, mais je trouve ça bien de voir présenter ce type de personnage sous un jour plus complexe avec une réelle motivation autre que « je suis juste un connard ». Le poids des attentes de tout le monde, j'ai un peu connu ça aussi, donc j'ai beaucoup aimé son arc. Mais bon, comme dit, les deux concepts de personnages ont des objectifs différents, qu'ils arrivent à servir aussi bien l'un que l'autre. Il y a aussi l'oracle, qui me rappelle Ishmari dans sa façon d'être entre deux genres, de vivre dans un monde parallèle et de sortir le cul des héros des ronces 2-3 fois durant l'aventure. Ishmari est cool, mais le concept du monde d'Ombre Lune sort un peu de nulle part, tandis que l'oracle est relié au reste du scénario. Ombre Lune en tant que monde est beaucoup plus joli et inventif qu'une simple plaine par contre. Et j'ai aussi quelques autres reproches à faire sur les personnages de Q8 comme Dominico dont le 180 personnalité est pas super bien géré, ou le fait d'avoir absolument pas exploité l'aspect soldat du héros. Aussi, pour ceux qui ont les redites scénaristiques de 11 en horreur, les circonstances de la naissance du héros de 8 sont identiques à des Q4, la backstory de Dulmagus rappelle beaucoup celle de Dickens, 3 angles a un concept similaire à Rose Colline, la quête des orbes liés en Pérea était déjà dans des Q3 et Ruby a les mêmes vêtements que Zora. Non, ce ne sont pas des défauts objectifs du jeu. Je voulais juste rappeler ce simple fait aux gens qui critiquent DQ11, un épisode 30e anniversaire assumé,
pouvoir piocher dans les précédents DQ. C'est absolument pas le premier à avoir fait ça. En bref, malgré son caractère de classique, je trouve que DQ8 a quelques lacunes qui en font un jeu moyen, ou plutôt qui le tirent en arrière et l'empêchent d'être réellement un excellent jeu. Lacunes que DQ11 a pour la plupart comblées. Et sinon, il y a quand même des trucs que t'as préférés dans Dragon Quest 8 et qui ne sont pas dans Dragon Quest 11. Bien sûr, quand on me pose cette question, j'en cite en général 3. Enfin, 3,5, vous allez voir. Le truc le plus frappant pour moi, c'est d'abord et avant tout la romance. Grosso modo, dans DQ11, Gemma est inexistante et les auteurs ont donné toutes les implications romantiques à des personnages avec qui le héros n'est pas censé être en couple. Plus le temps passe et plus je les soupçonne d'avoir volontairement lancé une guerre de ship. C'est presque comme s'ils s'étaient rendu compte à la toute fin qu'il en fallait une de romance, et qu'ils s'étaient repliés sur le trope de l'ami d'enfance sans se poser de questions. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'existence de Gemma est trop anecdotique pour donner aux joueurs des raisons de se soucier d'elle autre que de suivre le chemin tracé par les auteurs. Pas assez de temps de présence, pas assez d'impact sur l'histoire. Ce temps, Medea l'a eu, en étant cette présence constante au sein du groupe et cette figure surnaturelle qui fait partie des rêves du héros et par conséquent, métaphoriquement, occupe ses pensées. C'est aussi une question de personnalité. Les deux filles ont à peu près la même, douce, gentille, avec un peu d'autorité quand il faut. Sauf que dans le cas de Medea, ça sert à quelque chose, alors que pour Gemma, ça dessert complètement l'intrigue. Je viens de dire que Gemma a peu de temps de présence dans le jeu, et je le maintiens. Environ 20 minutes au début du jeu, 5 minutes à acte 2 et 10 secondes à acte 3. On pourrait faire quelque chose de bien avec ce temps relativement court, mais pas en lui donnant une personnalité aussi peu marquée. Elle est trop classique. Pour que le joueur se soucie d'elle, il aurait fallu la rendre bien plus mémorable. Et pour les avantages narratifs que lui confère cette personnalité, plutôt qu'une à la Maya ou Maribel par exemple, il n'y en a pas. Mais pour Medea, il y en a. Sa douceur et sa gentillesse sont le parfait contraste pour le prince charnu, et ça crée autour de son destin de se marier avec lui un super effet de pathétique. C'est pas une insulte, c'est un registre littéraire. Effet de pathétique qui fait que la situation a un impact émotionnel direct sur le joueur. Car c'est aussi ça le problème, le conflit autour du triangle amoureux est partie prenante de l'intrigue dans 8. Or, la romance avec Gemma n'a aucun obstacle, même si la mise en scène essaie très maladroitement d'en amener un, donc aucun conflit, donc peu d'investissement émotionnel. Après, y a pas forcément besoin d'avoir un obstacle pour faire une relation touchante. Mais de manière plus générale, on ne peut pas retirer Medea du jeu sans dommage à l'intrigue. On perdrait la plupart des seules relations interpersonnages intéressantes du jeu, comme le côté protecteur du roi Trod et tout l'arc d'Argonia, qui n'est pas mon préféré mais qui reste l'un des plus importants. Retirer Gemma de DQ11 et on ne perd rien. Oh oui, en post-game, pour reconstruire le bled, il faudrait probablement parler à Anastase. Vous savez, le maire. Et dans la scène du début, il faudrait quelqu'un à sauver. Mais ça aurait très bien pu être Roche, Topaz ou le héros lui-même. D'ailleurs, je pense que j'aurais plus apprécié cette scène si elle était sans dialogue, plutôt que répéter des évidences. Ça aurait ajouté à l'impression de solennité. J'aime bien quand l'information passe visuellement dans un médium principalement visuel. Quant à l'autre romance ajoutée dans la version 3DS de 8, on va pas se mentir, c'est du pur fanservice. Jessica n'a pas plus de relations intéressantes avec le héros qu'avec qui que ce soit d'autre. Mais bon, comme c'est le personnage sexualisé, bah faut faire plaisir aux joueurs, hein. Pour ce faire, il suffit de récupérer la bague d'Argon et aussi d'avoir et montrer à Jessica que l'on porte l'armure de son frère mort. Mais les implications sont pas jojo. Mais bon, ils ont fait plus ou moins pareil avec Jade, donc point pour DQ8 quand même. Les histoires de ces deux jeux sont trop différentes dans leur exécution pour être comparées et déclarer formellement que l'une est une évolution de l'autre. Par contre, on peut étudier le rythme et la manière dont elles sont racontées. La première moitié de DQ8 est assez spéciale. En plus de commencer in medias res, ce qui est une idée intéressante, elle consiste à aller d'échec en échec, les 7 sages se faisant zigouiller à tour de bras par le possesseur du sceptre, mais à quand même en tirer des enseignements positifs. Le dernier tir est plus classique, mais marche quand même, et on n'est jamais dans le désespoir total non plus. Par contraste, DQ11 a une structure moins inspirée. D'abord, tout va un peu mal, puis tout va très mal, mais sans assumer jusqu'au bout le côté sombre que les auteurs ont voulu donner, puis le méchant est vaincu, puis tout part en couille niveau écriture. Je ne demande pas à ce que le début de DQ11 soit comme le début de DQ8, même si c'est très très léger dans le cas, comme le héros est en cavale. L'acte 1 de 11 tel qu'il est mon préféré. Mais le thème de l'échec et cette structure bizarre, c'est une des rares choses que j'ai réellement beaucoup apprécié dans 8. Alors le point est pour lui. Troisièmement, la fin. De manière générale, j'ai jamais trop aimé les fins définitives qui te ramènent avant le boss final si tu veux continuer à jouer. Une des raisons pour laquelle 9 et Builders 2 sont mes jeux préférés de la saga. Mais de ce point de vue-là, 8 reste bien plus satisfaisant. Une fois Raptorn vaincu, que la bague d'Argon soit obtenue ou pas, on a une fin heureuse qui conclut les dernières choses restant à conclure et qui est agréable sans ambiguïté.
Ça serait méchant de dire que j'ai aimé la fin du jeu simplement parce que ça voulait dire que j'en avais fini avec le jeu, mais j'avoue que cette pensée m'a traversé l'esprit. Non mais sans rire, c'est une bonne fin. Et j'avoue que j'aime pas vraiment les mariages, mais beaucoup les histoires de mariés qui s'enfuient. Par contre, DQ11 a géré tout ça comme un sagouin. La première fin est certes satisfaisante, et les trucs qui restaient à régler auraient pu l'être via une série de quêtes comme dans DQ9. Mais non. À la place, ils ont introduit une histoire de voyage dans le temps qui sort d'absolument nulle part. En soi, j'aurais pas été contre, surtout s'ils avaient plus insisté sur les malheurs survenus durant l'acte 2. Mais rebooter les personnages et leur faire perdre la majorité de leur développement, c'est impardonnable. Sérieusement. S'ensuit un bout de scénario décousu qui essaie de nouer tous les bouts d'intrigue ensemble, les expédie en 1 heure emballés et pesés, et une série de quêtes secondaires qui sont des redites de l'acte 2 mais sans tout le poids émotionnel. C'est sympa à jouer, je dis pas, mais narrativement c'est minable. J'ai pas tellement d'amour pour les épreuves dragoviennes, mais le post-game de 11 met la barre tellement bas que DQ8 peut se permettre de ramper dessus. 3e point pour DQ8. Et l'admis? L'animation du visage du héros. Oui, c'est très spécifique, mais c'est aussi très important. En jeu, Eleven sous-réagit à tout. Et cette comparaison avec DQ8 est la raison pour laquelle je ne blâme pas le trope du héros muet pour ça. Dans 8, avec juste quelques expressions faciales, ça marchait. On avait un héros avec lequel s'identifier, mais qui n'avait pas pour autant une expression totalement neutre tout le temps. Dans DQ11, c'est le cas et c'est un défaut d'animation, pas un défaut conceptuel. Pourquoi c'est un demi-point? Parce que ça ne touche que les versions 3D occidentales de 11. La version 3DS fait mieux de ce point de vue-là et rend Eleven plus émotif. Et les autres personnages aussi à un certain niveau. Il y a aussi la musique dont je pourrais parler, mais je dirais plutôt que c'est kiff-kiff. Certes, DQ11 a beaucoup trop de reprises par rapport à ses pistes originales, c'est un défaut notable, mais si on oublie ce détail, qui ne serait pas gênant outre mesure pour un non-habitué, et les reprises ont au moins pour elles d'être bien choisies, les qualités des OST sont similaires. Elles sont toutes les deux sous-dimensionnées par rapport aux standards pour l'époque et la console, on les thème bien mais pas absolument transcendants. Et l'une des musiques de DQ8 la plus connue est aussi une reprise, Heavenly Flight vient de DQ3. Mais bon, comme pour 11, j'ai appris à l'aimer. Je dois quand même saluer le thème des Templiers, qui reprend une base de musique d'église à l'orgue traditionnelle pour en faire un morceau complexe, imposant et méandreux qui va très bien à l'ambiguïté morale de l'organisation. Putain, pour quelqu'un qui aime pas DQ8, je fais énormément de compliments à ce jeu. Bon, vous voyez, c'était pas si pire, je le hais pas totalement non plus. Mais je pense qu'il est important d'analyser DQ11 sous cet angle. Quand j'ai commencé à remarquer les similarités, ça ne s'arrêtait plus. Il y a aussi que mes critiques de ces deux jeux viennent de points de vue très différents. Je critique DQ11 parce que je l'adore et que je dois sans arrêt confronter la vue idéalisée de ce qu'il aurait pu être à mon sens à la réalité. Je critique DQ8 parce qu'il faut bien que j'arrive à m'expliquer à moi-même pourquoi ce jeu n'a pas tant résonné avec moi malgré ses qualités objectives et la vénération dont il fait l'objet. Toujours est-il que parmi ses inspirations, DQ11 a beaucoup emprunté à DQ8. Et je pense que je voudrais leur montrer les raisons qui me font penser ça. Blanc c'est le générique? J'ai vraiment du mal à finir mes vidéos de manière sympa, vraiment. Ça doit être la faute à la fac, ça. Enfin, je veux dire, quand tu te coltines toujours le même format chiant de commentaires littéraires avec la même putain de conclusion redondante à ultra pas naturelle, ça formate un peu. Et bordel, me lancez même pas sur le sujet de l'ouverture. Certains profs, faut toujours faire une ouverture à la conclusion. Les autres, les ouvertures c'est caca, jamais. Et on est censé retenir leur petite préférence pour la dizaine de profs du semestre. Pour un genre aussi bêtement codifié, avoir autant de variations selon les personnes, c'est aberrant. Du coup, voilà. Comme je sais pas finir mes vidéos dignement, je vais bitcher pendant le générique sur le diplôme que j'essaie de passer et que j'ai déjà validé aux 2/3, puisque c'est pas la cohérence qui m'étouffe. Là ça va bientôt être fini. Ok, merci d'avoir regardé et d'être resté jusqu'au bout, vous êtes super, commentez, pouce bleu, tout ça, venez causer sur Discord. Tchuss!